On va planter le décor avec vous, Hervé. Les scientifiques ont de plus en plus de données, plus de certitudes. On commence à connaître les grandes tendances. Est-ce que vous pouvez juste nous les rappeler, mais très brièvement, puisque c'est le début de la saison là? Oui, ben, je pense que, en fait, les émissions de gaz à effet de serre ont commencé dans les années d'après-guerre, mais on a vu que tardivement les effets observés, donc il y a eu toute une phase qui était une phase de prévision climatique, jusque dans les années 90. Et à partir des années 90, on a vu, avec un retard qui est dû au fait que l'océan met un peu de temps à se réchauffer en réponse aux émissions de gaz à effet de serre, on a vu effectivement les premiers symptômes du changement climatique. Alors, ces premiers symptômes, ils sont arrivés là où on les attendait, dans les régions polaires, et puis se manifestent aussi dans des régions qui sont des régions vulnérables. Alors il y a des conséquences très directes du réchauffement, le relèvement du niveau de la mer, la fonte de la banquise arctique, mais aussi le fait qu'on ait de plus en plus d'événements extrêmes dans certaines régions est difficile à associer au réchauffement événement par événement, mais le fait que ça soit une tendance qui se manifeste de plus en plus fréquemment à échelle globale montre qu'effectivement dans les régions en particulier intertropicales, on a certainement des événements qui sont associés au changement climatique. Et puis le réchauffement de manière générale est présent partout, on bat des records partout. Donc on est rentré petit à petit, mais maintenant de manière très évidente, dans une phase où ce qui était des prévisions pendant longtemps, maintenant sont des faits d'observation. Alors il n'y a jamais une certitude absolue, mais on chiffre à 5% le taux de chance pour que ce soit, le taux de malchance, taux de chance, pour que ce soit un effet de coïncidence qui fait que ce qu'on avait anticipé se réalise à peu près comme on l'avait anticipé. Ce qu'on avait anticipé via des modèles se réalise maintenant dans le monde réel à peu près comme on l'avait anticipé. Alors ça, c'est ce que disent les scientifiques. Des milliers de scientifiques travaillent sur le sujet. Les scientifiques alertent. Est-ce qu'on commence à demander aux scientifiques, est-ce qu'on leur demande de trouver des solutions ? Alors il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par scientifique. Là, je pense que ce soir, on va parler de plusieurs sortes de scientifiques. Là, je pense que vous pensez plutôt aux climatologues, aux gens de ma discipline. Donc effectivement, la demande majeure, elle est par rapport à l'adaptation dont on a parlé. Comment faire face à ces premiers symptômes du changement climatique, sachant que les symptômes suivants seront probablement plus importants et qu'on va voir une croissance au fil des années de ces problèmes climatiques. En même temps, le problème climatique est un problème qui s'est développé avec beaucoup de brutalité. On a en fait maintenant, on peut calculer que au rythme où on fait nos émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, si on veut ne pas dépasser ce seuil qui s'est installé comme une référence pour la négociation de 2 degrés de réchauffement, en gros on a 20 ans d'émissions au rythme actuel. Donc au-delà, on est dans une phase de dépassement. Donc on est dans un domaine dans une phase du problème où tout ce qui se passe au niveau climatique va avoir des répercussions dans d'autres domaines. Et finalement, ce à quoi on tient le plus au travers des problèmes climatiques sont des choses qui sont un petit peu différentes du réchauffement lui-même. C'est-à-dire comment vivre en paix dans un... Il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'injustice climatique, et puis aussi comment ne pas abîmer la biodiversité. Ce qui veut dire que dans tous ces problèmes, quand on va parler de scientifiques maintenant, on va parler de communautés scientifiques qui ne sont pas seulement celles des climatologues. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a aussi, bien sûr, une dimension à laquelle on ne peut pas échapper, c'est comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et là, il faut aussi des énergéticiens, il faut aussi de la recherche dans des domaines qui sont assez différents de ceux des compétences d'un climatologue. Donc en fait, quand on parle du besoin de science, c'est un besoin qui est très large, qui dépasse maintenant très fortement celui des seuls climatologues. Mais on a aussi besoin de savoir comment le climat va changer, pourquoi il va changer et comment on doit réagir face à cela. Ça veut dire que plus que jamais, les scientifiques doivent travailler ensemble. On parle beaucoup d'interdisciplinarité, mais là, le mot va devenir primordial. Oui, alors l'interdisciplinarité, c'est quelque chose d'effectivement difficile et ça fait peur à beaucoup de gens parce que on peut craindre une interdisciplinarité qui soit la somme de sciences
fondamentales qu'on recherche et qui soient dans laquelle chacune des sciences fondamentales soit un petit peu oubliée justement, ou soit faite avec moins de soin ou moins de... Je pense que peut-être il faut trier. Ici, on est dans une université, on fait de l'enseignement pluridisciplinaire, on fait de la recherche pluridisciplinaire, et je crois qu'on va devoir faire aussi beaucoup d'expertise pluridisciplinaire. Et que ce mot d'expertise, il est déjà associé à ce que fait le GIEC, il est déjà associé à ce qu'on peut faire dans certaines régions. La région Aquitaine, on peut faire des exercices d'expertise, c'est-à-dire on met des scientifiques autour d'une table, ils ne font pas de la recherche ensemble, mais ils essaient de partager leur savoir et d'utiliser ce partage pour conseiller des gens, Donc cette notion d'expertise, je crois, va prendre une place de plus en plus forte, et ça fait partie du rôle des scientifiques que d'y contribuer. Vous-même, vous êtes climatologue. Est-ce que vous êtes sollicité par des gens qui s'intéressent aux matériaux, à l'automobile ou que sais-je ? Non, en tant que climatologue, on n'est pas sollicité à ces niveaux-là, mais c'est vrai qu'il y a des rencontres d'intérêt qui font que des personnes qui travaillent dans des domaines d'activités très variées peuvent avoir besoin à un moment d'un conseil sur... je sais pas, prendre des gens qui fabriquent des barrages, est-ce que ces barrages seront autant remplis dans le futur? Et puis maintenant, il y a des appels d'offres concurrents entre entreprises pour gérer les barrages dans nos montagnes. Voilà. Il y a des demandes qui viennent de milieux assez différents, mais certains que ce n'est pas des climatologues formés à la climatologie qui vont s'exprimer sur les meilleures filières énergétiques. Je pense mais on a besoin de faire ça effectivement en équipe quand même. Il y a besoin d'avoir des associations de scientifiques qui fassent un diagnostic dans des situations où tous les dangers vont être mis en concurrence. On va être à un moment donné obligé, et ça se fait d'ailleurs très bien à l'échelle du territoire, ça se pose de manière très directe à l'échelle de petits territoires, de municipalités, de régions, de mettre en concurrence un danger climatique, un danger social, un danger de biodiversité. Ça existe déjà, le coût d'une structure, d'une infrastructure. Donc tout ça, c'est des choses qui vont effectivement demander un travail d'expertise associant des scientifiques de différentes disciplines. Vous nous avez dit qu'on avait 20 ans pour trouver des solutions. Je résume un peu ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'on va demander beaucoup aux scientifiques. Alors, on a 20 ans si on veut absolument stabiliser les températures avec certitude. On peut espérer avoir un peu plus de temps quand même, mais en tout cas, c'est vrai que le temps est compté. On est passé d'une phase où on pouvait voir les problèmes comme des problèmes se posant à long terme, quand j'ai commencé il y a quelques années, plus de 30 ans sur ces problèmes-là. On voyait le problème du changement climatique comme quelque chose d'assez lointain. Et de fait, à l'époque, on émettait, dans les années 70, 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, on en émet 10 milliards par an. On va beaucoup plus vite en œuvre et on va beaucoup plus vite vers les problèmes et la saturation de ce que la Terre peut supporter. Donc, le temps est devenu un enjeu majeur qui n'existait pas à ce niveau-là il y a quelques années. Donc il y a une véritable pression sur le monde scientifique. La pression sur le monde scientifique, plus ou moins. Et il y a le besoin de diagnostic scientifique, les scientifiques sont aussi là pour le rappeler, parce que quelquefois, on prend facilement des décisions sans trop s'entourer du conseil des scientifiques. Donc je pense que on a par contre besoin, je pense que c'est notre rôle, d'essayer de mettre à plat un certain nombre de problèmes dont on sait qu'ils sont importants. Je crois que ce qui est caractéristique, c'est que le temps de l'alerte demandait une certaine science. Le temps de l'action demande une science plus complexe et oblige à rentrer dans la complexité. Là où on pouvait alerter sur les problèmes en disant voilà, il y a des grands dangers, mais aujourd'hui, on se trouve en train, on peut parler par exemple uniquement du CO2 dans ce cas-là. Si on veut agir, il faut parler de tous les gaz à effet de serre, légiférer sur tous les gaz à effet de serre. Donc on est toujours obligé de passer d'une forme un peu simple à une forme beaucoup plus complexe quand on passe de l'alerte à l'action. Et c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui. Ça veut dire que c'est plus difficile d'être scientifique aujourd'hui à cause de l'urgence, justement ? Oui, en même temps, on sait plus de choses qu'il y a quelques années. Mais je crois que c'est plus exigeant, effectivement. En tout cas, il y a une exigence qui continue d'être très forte de qualité de la science. Je crois que c'est une des difficultés auxquelles on sera confronté.
pour des universitaires comme nous, c'est comment faire une science toujours encadrée par les mêmes principes de rigueur, d'exactitude, et de la rendre utile aux décideurs. Et donc ça, c'est une des choses qui se posent très concrètement. Comment on organise ça? Par exemple, on a des données de résultats de modèles en très grande quantité. Il y a des gens qui sont demandeurs de ces résultats. Ces résultats ne sont pas faciles à interpréter. Comment on les distribue avec une garantie qu'ils seront utilisés comme il faut. Donc c'est des questions qu'on se pose de manière très concrète dans nos laboratoires. Comment on organise cette transmission d'un savoir qui est complexe aux utilisateurs. Et pour faire mieux, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans le dispositif de recherche actuel? Oui, alors bon, certainement, mais il y a toujours des moyens d'améliorer les choses. Bon, le dispositif de recherche actuel, je trouve qu'il souffre de problèmes qui sont un petit peu différents de ceux qu'on aborde ce soir. Il y a un problème d'embauche des jeunes chercheurs, il y a un problème probablement de complexité de nos organisations, surtout en France. Mais peut-être qu'on peut... c'est pas tout à fait en fait ce qui nous... enfin, c'est pas tout à fait lié aux propos de ce soir. Je pense que la difficulté dans les années prochaines, je crois que ça va être d'organiser une pluridisciplinarité qui soit au service des besoins des décideurs. Et ça, je pense que ça passe effectivement par un soin beaucoup plus grand donné à l'expertise, à la mise en constitution de pools de chercheurs qui travaillent ensemble sur des problèmes donnés, mais qui travaillent plus dans un mode on partage notre savoir, qu'on fait directement une recherche très pointue. Je crois que ce partage un peu large du savoir est une phase préliminaire qui est nécessaire et qui est peut-être la plus utile à court terme pour les utilisateurs de notre science. Est-ce que le message de la science passe bien auprès du grand public et auprès des décideurs? Il y a des sondages un peu contradictoires. Il y a des sondages qui ont été faits qui montrent que quand on demande à qui vous faites le plus confiance sur ces problèmes de changement climatique, par exemple, c'est les scientifiques qui viennent très largement en tête. Je ne sais pas, 80-90%, et les politiques doivent être à 10 ou 12%, quelque chose comme ça. Ce sont des chiffres que j'avais vus. Donc on peut se sentir très, très conforté par ça. En même temps, quand on pose des questions qui veulent traduire ce qui a été compris de ce qu'on dit depuis longtemps, par exemple, des enquêtes faites par l'ADEME qui demandent à quoi est-ce qu'on pouvait associer, une question ouverte, le réchauffement de la planète. Les gens qui citent les gaz à effet de serre sont rares, hein, je crois de mémoire 15% à peu près. On cite l'ozone, on cite la chaleur dégagée par les voitures, on cite des tas de choses, la pollution. Les gaz à effet de serre ça prouve que ne viennent pas tout de suite, ça prouve que c'est pas très bien compris et que l'image qu'on se fait de ces problèmes qui sont complexes, elle est trop floue par rapport à une prise de décision qui soit vraiment contrôlée par la mobilisation citoyenne, par la démocratie. Je pense que si on veut vraiment que ces processus-là soient au cœur de décisions débattues démocratiquement, il faudra quand même qu'il y ait une prise de conscience plus fine par rapport aux enjeux. Donc je dirais que c'est mitigé comme... Vous nous avez expliqué que les effets du réchauffement climatique avaient commencé à se faire sentir après-guerre. Donc des scientifiques savaient. Ils n'ont pas su en parler assez bien, ils n'ont pas su alerter. Non, peut-être que j'ai été un peu rapide. Ce qu'on a su après-guerre, c'est que les gaz à effet de serre augmentaient. Mais on ne l'a pas su tout de suite. Les premières mesures ont été faites dans les années 50, Mauna Loa en 1957, donc un volcan de l'île d'Hawaï. Et on a su avec certitude que le CO2 augmentait dans l'atmosphère à la fin des années 60. Après ça, la question s'est posée, on augmente le CO2, est-ce que c'est dangereux ? Le premier rapport international disant oui, il y a un danger lié au gaz à effet de serre et ça peut conduire à une augmentation des températures, c'est ça s'appelle le rapport Charnay qui est en 79. Donc, par exemple, en 72, le premier sommet de la Terre, on parlait très très peu de changement climatique. Donc les problèmes de changement climatique sont venus encore un peu plus tard, dans les années 80, 90, la création du GIEC c'est 88 par exemple, et c'est après avec les premiers rapports du GIEC qu'on a commencé à se préoccuper de ça. Donc
je crois qu'il y a eu un temps de la science et un temps même de la planète qui fait que ces problèmes-là sont des problèmes qui sont arrivés tard et qui se sont développés très vite. Et ils se sont développés très vite parce que finalement, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, qui était la même toute la période pré-industrielle, c'est 0,027% en volume. Donc c'est très peu. Et la faire augmenter, ça a été l'affaire de quelques décennies finalement. Il se trouve qu'on a un point de contrôle du système climatique qu'on a pu faire changer très très vite parce qu'il a un effet démesuré. On touche à des gaz qui sont toutes petites quantités, on peut le faire très vite. Donc je pense que ce n'est pas un problème d'explication. Les explications sont venues en temps, et quand elles étaient là, quand on a pu constater les choses, il y a eu très vite le sommet de la Terre de Rio en 92, donc la réaction politique au départ a été très rapide. Moi je pense que le moment où les choses se sont un petit peu enlisées, enfin ont donné ce sentiment, c'est qu'on a voulu passer d'une alerte à des prises de décision. On a commencé à dire on va faire le protocole de Kyoto, on va répartir les efforts. Et là, on s'est aperçu qu'il n'y a pas le même accord sur comment on fait que sur est-ce qu'il y a un danger. Est-ce qu'il y a un danger? Tout le monde avait signé ça, mais comment on fait? Ça a été beaucoup plus difficile. Et là, quels peuvent être les rôles des scientifiques, ou quel peut être le rôle des scientifiques? Je crois qu'il y a une nouveauté depuis la négociation qui est en cours et qui va se finir à Paris, c'est que les États ont tous été invités à faire des promesses. Donc ces promesses, ça veut dire qu'ils mettent sur la table ce qu'ils peuvent s'engager à faire. Donc il y a des textes, il y en avait 70 je crois il y a 3 jours, et il y en a 140 qui sont arrivés, enfin il y en a 140 au total maintenant qui sont arrivés. C'est-à-dire que presque tous les États maintenant ont remis leurs promesses. On a fait un petit groupe pour essayer d'analyser ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'en fait on va pouvoir maintenant situer d'abord globalement l'importance de ces émissions, de ces promesses de réduction d'émissions, puis aussi situer peut-être chaque pays sur la trajectoire qu'il devrait suivre, qu'il ne suit pas, pour savoir pour quelles raisons. Donc je pense qu'on va avoir une capacité à suivre en fait ce qui se passe, qui va être très grande, et je crois que c'est important que les scientifiques s'en emparent, parce que sinon on verra des chiffrages, des estimations, des choses compliquées à analyser et qui passeront à côté de cette complexité. Donc je crois que le fait qu'on s'engage dans un système où on fait des demandes volontaires et puis il y a un processus, chaque État dit ce qu'il va faire et puis on revient collectivement sur l'analyse de ça, ça ouvre une porte à la science qui est énorme dans le futur et qu'il va falloir saisir. Hervé Le Treut, quel est votre rôle dans la préparation de ce sommet? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais partie du comité de pilotage et j'écoute beaucoup, comme Teresa aussi Rivera. Concrètement, on a organisé ici à l'UPMC et à l'UNESCO une conférence scientifique qui était consacrée justement à la place de la science. Comment peut se faire l'interface entre la science et le processus de décision, sachant qu'on a besoin d'une interface de plus en plus précise, qui soit de plus en plus réactive, mais on ne veut pas non plus que ça se fasse au détriment de la qualité de la science. Donc c'était quelque chose qui était... Mais on a certainement besoin d'un... L'éclairage scientifique ne peut pas être celui qui permet la décision au bout du compte. Il y a des éléments de justice, d'éthique, que la science n'a pas la vocation à décider. Mais je pense que cet éclairage scientifique, il est nécessaire. On est là un peu pour le rappeler, les scientifiques. Mais dites-en un peu plus. Vous avez organisé ce colloque, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites du lobbying, vous allez voir des gens, vous essayez de convaincre. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, nous, les scientifiques, on a un autre métier. On s'occupe d'instituts, on fait des cours ici. Voilà. Donc ça c'est la base de notre métier. Après, ce qu'on a essayé de faire dans les dernières années, c'est effectivement d'alerter dans un premier temps et puis de diffuser notre savoir là où on pense qu'il peut être utile. C'est des choses qui se font dans une démarche qui n'est pas toujours rationnelle. Ça dépend des contacts, des opportunités. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au fil des années, effectivement, il s'est créé autour de nos disciplines tout un réseau
de contacts, de demandes, et qu'on essaie au mieux d'y répondre. Oui, Et là, dans ces dernières semaines? Dans cette dernière semaine, on a un petit peu de mal à lire nos mails, oui, depuis quelques années, depuis quelques mois. Là, c'est une situation. Bon, il y a autour de la COP 21 en France en ce moment un mouvement qui est positif, qui est surtout français, hein, mais le fait que ça ait lieu chez nous fait que c'est une occasion d'essayer d'éduquer à ces problématiques qui est unique, et avec beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises, un petit peu tous les étages des exécutifs régionaux. Tout le monde essaie de saisir cette occasion-là pour parler de la COP 21. Je pense que et pour parler du climat, et pour parler de l'éducation aux problèmes climatiques. C'est ce qu'on fait nous aussi là ce soir, et je pense que c'est très bien. Alors vous disiez qu'il fallait une interface solide entre les scientifiques et les décideurs. Est-ce que l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, que dirige Madame Teresa Ribera qui est ici, est-ce que c'est déjà quelque chose qui fait un bon lien entre la science et les décideurs? Oui, bien sûr. Alors peut-être que l'IDRI c'est pas complètement développé du côté des sciences naturelles, physiques, chimiques, biologiques, mais c'est dans son domaine, effectivement, l'IDRI joue un rôle important. Et c'est pas un hasard si la négociatrice en chef de cette négociation de Paris, c'est l'ancienne directrice de l'IDRI à laquelle Teresa Ribera a succédé.